Bonjour à toi, cher spectateur. Décidément, l'année 2015, c'est l'année des premiers passages derrière la caméra pour pas mal d'acteurs. Et donc cette fois, c'est Russell Crowe qui s'y colle avec La promesse d'une vie. L'histoire, c'est celle de Joshua Connor, un père de famille australien pure souche, qui a vu ses 3 fils mourir pendant la Première Guerre mondiale durant la bataille des Dardanelles, et qui va, suite au décès de sa femme, qui s'est suicidée, et lui promettre de retrouver ses 3 fils et de découvrir et de retrouver au moins leur corps et de les ramener à la maison, mais on va découvrir qu'il y a bien plus derrière cela. Et oui. Donc, premier passage à la caméra pour l'acteur Russell Crowe, qui en plus se met en scène. Donc voilà, ça peut sembler narcissique, mais bon, ça ne l'est pas trop. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir un acteur passer derrière la caméra parce qu'on sent qu'ils ont des attachements derrière leur sujet qui sont particuliers et qu'ils essayent de le mettre en scène dans une idée assez on va dire, humaniste. Ça devient assez régulier aux États-Unis, mais quand un acteur met en scène quelque chose, c'est parce que ça le touche profondément le sujet. Là, ici, Russell Crowe se sentit terriblement touché parce qu'il avait vu un article sur un père qui avait voulu retrouver ses 2 fils morts, sauf que lui c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que son personnage c'est pendant la Première. Mais voilà, parce qu'il trouvait que c'était assez passionnant, parce qu'il y a eu quand même 8 millions de morts non déclarées pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, ces 8 millions de morts, c'est 8 millions de familles qui sont détruites parce que elles n'auront que le souvenir de leur gamin, et elles n'auront peut-être jamais de corps. Et on sent que ça le passionne, ça, Russell Crowe, derrière son sujet. Et c'est assez intéressant de voir ça. Après, on n'est pas non plus sur quelque chose de ultra révolutionnaire, donc autant rentrer dedans tout de suite. Au niveau de l'écriture, donc un scénario écrit par Andrew Knight et Andrew Anastasios, qui sur le papier est tout ce qu'il y a de plus clicheton au monde. Enfin, c'est monstrueux à dire malheureusement, mais c'est classique à un degré, ça devient lassant, quoi. C'est typiquement le film qui se veut épique et bien américain, et pourtant c'est un film australien, donc c'est assez étrange. Mais voilà, on est sur un sujet voilà, qui sur le papier n'a rien de révolutionnaire, qui dans sa manière d'être mis en scène non plus. Donc voilà, on peut se demander vraiment quelle est la légitimité de faire ce genre de film quand on l'écrit. Et pourtant, le film marche plutôt bien dans ce sens-là, dans le sens où, oui, on devine tout ce qui va se passer à l'avance. Oui, on sait à l'avance tout ce qui va générer ces rapprochements entre les personnages ou ce qui va faire que le père va avoir envie de découvrir des choses. Enfin, c'est pas là qu'on attend le film. Là où on attend le film, c'est plus dans le traitement de l'Australie de cette époque-là et aussi de la Turquie, résultat, parce que c'est là que se passe une bonne grosse partie du film. Et voilà, ça donne un côté assez intéressant au long métrage parce que il y a quand même des thématiques qui sont intéressantes. Il y a une thématique qui, résultat, prend plus de sens lorsqu'on tire le titre original, The Water Diviner, littéralement le chercheur d'eau ou le devineur d'eau, enfin celui qui s'occupait de trouver les pluies, ce qui est le métier de Joshua dans le film. Parce qu'il y a un rapport avec l'eau qui est assez intéressant tout au long du film. Enfin, c'est facile à un degré, c'est inimaginable, mais c'est intéressant parce que, voilà, au tout début du film, le personnage nous est montré en train de creuser un puits. Ensuite, on va nous le montrer récupérer sa femme dans l'eau. Ensuite, on va nous le montrer parcourant l'océan pour aller retrouver ses fils. Ensuite, à la fin, il s'échappera à travers un puits d'eau. Enfin, il y a un rapport avec l'eau qui est assez intéressant tout au long du film. Et de ce point de vue-là, voilà, ça reste qu'un détail, mais au niveau de l'écriture, c'est quand même assez intéressant parce que c'est plutôt bien foutu et résultat, ça donne un certain fil conducteur à la dramaturgie et à la narration du film. Donc résultat, c'est assez intéressant. Après, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, donc voilà. Au niveau de la mise en scène, donc, le cas Russell Crowe. Il n'y a pas grand-chose de particulier à dire, c'est assez étrange à dire, mais la mise en scène, elle a rien de très novateur. C'est assez dommage dans un sens, mais on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. On va dire que Russell Crowe a un très bon chef opérateur qui filme les paysages australiens avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de force. Mais il y a rarement des vraies idées d'écriture esthétique et graphique qui se dégagent derrière la caméra de Russell Crowe. On a la sensation que voilà, il a des idées, il a envie de faire ressortir des personnages, il a envie de faire ressortir des traits de caractère et une ambition, mais elle crache jamais vraiment sur la pellicule. On aurait aimé que ça soit bien hardcore, que ça soit violent. Les scènes de guerre sont bien, mais on a constamment la sensation que Russell Crowe est bercé par il faut sauver le soldat Ryan et par cette scène de débarquement, dans le sens où il l'a fait vraiment hardcore, avec des images très violentes, mais où voilà, elles n'ont pas vraiment de sens derrière, c'est-à-dire que
On aurait aimé que ça soit beaucoup plus violent. Il y a certaines séquences qui sont très bien faites de ce point de vue-là. La séquence où on voit les fils mourir, elle est vraiment puissante. Elle dégage une émotion qui est sincère et qui est violente, qui se dégage tout de suite et qui nous crache la vérité directement face à la caméra. Et de ce point de vue-là, ça rend bien. Mais voilà, le reste du film, on est dans des rapports avec des personnages qui sont intéressants, mais qui sont pas très creusés, qui sont mis en avant, mais qui sont rapidement mis au second plan. Enfin voilà, on se sent complètement tiraillé parce on a envie d'aimer ce film. On a envie de dire il est beau esthétiquement, mais il nous raconte rien. Et c'est dommage parce qu'on aurait aimé qu'il nous raconte quelque chose de concret et de fondé. Et malheureusement, il nous raconte pas grand-chose. Et c'est un petit peu dommage. Après, au niveau du casting. Donc au niveau du casting, on est sur quelque chose d'assez solide, mais c'est con à dire, mais on est sur un casting de nanar presque, quand on regarde les rôles secondaires. Parce que qui est-ce qu'on retrouve? Olga Kurylenko. Olga Kurylenko, c'est typiquement l'actrice qui est tout le temps reléguée au rôle de pépé sexy, mais qui a rien dans la tête. Et elle est tout le temps dans des nanars. Hitman, Max Payne, tous ces films-là, elle est tout le temps dans les nanars, cette femme. On comprend pas trop pourquoi. Et là, pour le coup, voilà, encore une fois, elle est dans un rôle où elle est bien, mais où elle ressort pas vraiment, où elle aurait pu exploser encore plus à l'écran, mais elle ressort vraiment jamais, quoi. C'est un petit peu dommage. On a Jay Courtney dans un rôle secondaire qui est plutôt intéressant, mais voilà, c'est Jay Courtney, comme à chaque fois, il ressort pas vraiment, il n'arrive pas vraiment à se détacher de l'image de beau gosse dragueur qu'on veut lui coller. Ouais, donc bon, ça marche pas vraiment. Et donc Russell Crowe. Alors Russell Crowe, pour le coup, lui, il joue bien, parce qu'on sent qu'il se met en avant. Mais il joue quand même bien, il est quand même très convaincant, son personnage est juste, intéressant, passionnant par moments. Enfin voilà, il reste quand même assez attachant et on arrive à l'aimer ce personnage-là. Malgré le fait qu'on le trouve clicheton et facile, on arrive à l'aimer. Et son interprétation reste subtile sans pour autant vraiment ressortir du lot. Donc voilà. Dans l'ensemble, La promesse d'une vie est un film qui avait beaucoup d'ambition mais qui ne les respecte pas forcément, qui est ultra clicheton et vraiment facile dans sa manière d'être foutu, mais qui a des thématiques ou un traitement qui fait qu'on le trouve attachant, ce film. Et ce qui fait que voilà, quand on ressort, on ne peut pas dire que ce film est mauvais parce qu'il a un bon fond et il a une forme qui est tout de même convaincante. Et c'est ça qui ressort dans l'ensemble, c'est que Russell Crowe, pour un premier passage à la caméra, il n'est pas extraordinaire, mais il est bon. Et voilà, ça marche tout simplement. C'est ce qu'on demande à beaucoup de réalisateurs et ils n'y arrivent pas. Et là, Russell Crowe est bon, tout simplement. Et même en tant qu'acteur, enfin voilà. Donc oui, La promesse d'une vie de Russell Crowe, c'est un film qui peut vous intéresser, mais qui n'est pas forcément le grand film en ce moment à voir en salle. Mais voilà, pourquoi pas, peut-être, d'une possibilité, qui sait, allez-y, vous verrez bien. A plus!